Et le moment qui a été un peu charnière, c'est le moment où on a commencé à avoir des grossesses donc qui se développaient, à limite entendre le cœur qui battait une première fois au tout début et qui s'arrêtait. C'est là où tu dis mais waouh, c'est sans fin, parce qu'en fait on doit en plus faire une forme d'arrêt de grossesse. Il faut déclencher l'arrêt de grossesse. Et moi j'ai vu à un moment donné, ma projection c'est j'ai vu moi et ma femme surtout et mon couple partir complètement en live parce que on allait se perdre dans ce projet-là qui n'arrivait pas et je voulais pas la perdre. Je voulais pas perdre ma femme, je voulais pas perdre ce qu'on avait créé. Je lui ai verbalisé en disant quelle est notre limite. Moi aujourd'hui, ma limite c'est toi. Ma limite c'est qu'on a créé ensemble, c'est je veux pas qu'on se perde. Feuille blanche. Un couple sur 5 en âge de procréer aujourd'hui est confronté à l'infertilité. Si on n'est pas concerné directement, on connaît tous quelqu'un qui le vit ou qui l'a vécu. Quand la nouvelle tombe, on est rarement préparé à tout ce qui va suivre. Alors, ne vous habituez pas à ma voix. Après ce premier échange, c'est mon invité qui prendra les rênes de ce podcast. Mais j'avais envie de commencer cette série de témoignages avec lui. Quand j'ai découvert son histoire, ton histoire, Hugo, j'ai eu envie de pleurer. J'ai envie de comprendre et j'ai eu envie de partager. Donc Hugo Manoukian, merci de te prêter au jeu et à l'exercice. Ce sujet, il te parle à double titre. Déjà parce que tu l'as vécu et ensuite parce que tu en as fait une mission de vie avec Noah où tu accompagnes les couples dans leur désir d'enfant. Donc, si t'es OK pour répondre à toutes mes questions et celles, j'imagine, que tu poseras à tous tes invités qui s'assieront à ta place, bienvenue dans Fertile. On va raconter ensemble toute l'histoire, l'annonce, un peu de contexte aussi sur le couple, ton désir d'enfant à l'époque, et puis tout ce qui va suivre le long chemin, le long parcours pour aller à un point d'arrivée que beaucoup espèrent. J'aimerais qu'on commence par le moment clé, en fait, celui où on est tous à un moment, enfin tous, pas tous, mais en partie confrontés à cette annonce où tu reçois parfois sur un papier 100% infertile. Toi, le moment, en fait, le plus prégnant, celui qui t'a marqué, c'est un jour, un appel de ta femme. Ça a été un moment, en effet, ancré dans ma mémoire et limite dans ma peau pour longtemps. Ma femme, Nora, m'appelle. Un jour normal, banal. Je suis au travail, elle aussi. Elle me dit, la voix tremblante, je suis dans les toilettes, j'ai perdu du sang et j'ai entendu quelque chose tomber dans les toilettes. Elle est en pleurs et elle me dit, je crois que on a perdu le fœtus. Je peux te demander à combien de temps de grossesse vous étiez ? Plusieurs semaines, on était aux alentours des 6-7 semaines minimum. Donc, t'as commencé à en parler peut-être aussi à des proches. Ouais. C'est ça qui est dur, c'est que dans cette phase-là, y a tout qui s'effondre. Y a nos rêves, il y a nos espoirs, y a les projets qu'on avait faits. On avait déjà noté dans un coin de notre tête, c'était encore tôt, mais la date potentielle de l'arrivée, c'était un moment extrêmement fort et d'un coup, j'ai perdu pied. Là, le monde s'effondre. Comment... alors, évidemment, ce sera plus facile, j'espère, d'en parler après coup, mais à ce moment-là, tu perds pied, il se passe quoi ? Comment tu reprends pied ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Je pense qu'on vit plusieurs dimensions. Il y a d'abord le choc de « mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça nous tombe dessus ?» Donc il y a un peu ce choc initial. Après, il y a la dimension émotionnelle, entendre sa femme pleurer en détresse et vivre un moment très dur. Nous-mêmes, on a une montée de... Et en même temps, faut être là pour l'autre. Et c'est ça le dernier moment, c'est ce que j'ai ressenti. C'est d'abord une montée, on dit waouh, ça m'a pris aux tripes et je me suis dit mais chérie, ça va aller, je sais pas ce qui se passe, mais bon.
Viens, on se rejoint, il faut qu'on se voit, quoi. Je pouvais pas la laisser comme ça. Et donc, finalement, tout le reste autour, le boulot, tout ça n'existe plus. Et puis, on se rend vite compte que oui, on va devoir, on doit faire face, là, on doit être présent, on doit être acteur. Donc, tes premiers mots, c'est pas ça va aller, c'est non, j'arrive. C'est j'arrive, ouais. C'est j'arrive, viens, on rentre à la maison tous les deux. On doit se voir, reste pas seul, on est ensemble, compte sur moi. On va raconter la suite, mais si on remet un peu de contexte pour comprendre votre désir d'enfant, le couple très rapidement, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, c'était un projet qui était souhaité, parfois ça arrive par opportunité, c'est pas prévu. C'était quoi votre histoire à vous ? Notre histoire, c'est qu'on s'est rencontrés au travail quelques années avant. On avait 26, 27 ans. Donc on est l'un des très nombreux couples qui se sont rencontrés sur le lieu de travail, où on se cachait au début de nos collègues dans la relation naissante. Et écoute, on se marie. Moi, à un moment, on avait toujours projeté, enfin moi en tout cas j'ai toujours projeté le fait de vivre une vie familiale, voilà, et avec Nora. Tu t'imaginais père avant même peut-être de la rencontrer ? Tu te projetais ? Oui, peut-être, ouais. mais c'est vrai que le fait, je pense qu'aussi le fait de rencontrer la femme avec qui on a envie vraiment que ça arrive, ouais. Ça concrétise la chose. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bah, tiens, ouais, j'ai envie de construire. Et donc, je la demande en mariage en 2016. Et en 2017, on se marie. Et on se dit... Dans l'ordre. Voilà, on a fait les choses. Non, mais on a respecté le plan. Et c'est vrai que on se dit, allez, on se donne une année de lune de miel. On avait 30 ans à l'époque, 30-31. On se donne une année de lune de miel pour profiter de notre mariage, pour vivre des choses à deux. Voyager, exactement. Et on a fait plein de choses, ça a été génial. Et ensuite, on lancera le projet bébé. Donc on arrête les contraceptifs. Exactement, on arrête tout ça. On se dit, bon, ben... Écoute, on va voir. Hein. C'est vrai que c'est toujours un peu un saut dans l'inconnu. Quand pendant des années, on a été sous contraceptif, ainsi de suite. Et on a tout fait pour éviter que ça se passe non plus trop par surprise. Et là, on se dit, maintenant, ça y est, on appuie sur le bouton. Ça va marcher. À ce moment-là, donc projet de famille, parfois ça met du temps à arriver. T'as évoqué la grossesse et donc la fausse couche tout à l'heure. La grossesse est arrivée vite ? Relativement, en tout cas, j'ai pas vu spécialement le temps passer. Ça a été en quelques mois, 2-3 mois grand max, mais voilà, oui, suffisamment court pour que tu t'aperçoives que tu t'en rends pas compte. Et l'annonce... Parce que pour le coup, tu connais un certain nombre de couples qui pendant des mois, pour plein de raisons, exactement. En fait, ça ne prend pas. Et la fertilité est une science complexe. Le que corps tu humain, découvriras après coup. Voilà. Là, aujourd'hui, tu as plus d'infos. Mais... Voilà, exactement. Mais alors, à la base, je n'y connaissais rien. Pour qu'on soit clair, je pense que le cœur de ma connaissance en reproduction datait de mes cours de SVT, de sciences et vie, de la Terre, en 3e ou en seconde ou première. Où on dessinait globalement l'ovule, le spermatozoïde. Tu t'en souviens. Ouais, voilà. Ouais. Aussi. Et c'était ça, quoi. C'était ça. Et plus de cours finalement de contraceptifs que de fertilité. Oui. C'est paradoxal. Mais donc j'arrivais avec une meilleure connaissance des contraceptifs que de la fertilité. Et... Bon, généralement au collège, on projette pas la fertilité, mais d'abord la contraception. Je t'ai coupé, mais t'allais parler de ce moment qui est clé, que vous avez vécu ensemble. C'est le moment où tu vas apprendre que tu vas être papa, qu'elle va être mère. Ah ouais, je m'en souviens bien. Et c'est un jour où elle me dit, écoute Hugo, faut qu'on parle. Il y a quelque chose qui est très important à te dire, c'est que j'ai fait un test de grossesse et il est positif et on va être parents. Elle te l'annonce comme ça. Et moi, vous êtes où là ? On est dans la chambre, un soir dans la chambre. Donc c'est que t'es arrivé, elle a patienté. Oui, exactement. Elle a attendu le moment. Elle a le sens de la mise en scène. Et donc, sur ce coup, une explosion de joie, une explosion. Là, il n'y a pas de vertige parce que ça peut arriver parfois qu'on se dise « Waouh !» À la fois, tu es heureux et en même temps, tu te dis « Est-ce que je suis prêt ?» Ouais.
toujours un peu quand même. Ouais. Bien sûr qu'il y a une résonance parce que tu dis bon, ça va arriver, mais sur le coup, beaucoup de Juste joie, de la joie. juste de la joie, du plaisir et une projection positive. Ouais, ça a été ça. Si je reviens sur l'annonce, donc on est quelques semaines après, elle t'appelle, tu l'as dit tout à l'heure, tu vas la rejoindre sur le chemin. À nouveau, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Tu cherches des arguments, tu cherches sur Google, peut-être quoi faire, quoi. Déjà, tu te sens en tout cas, je me suis senti dans un tourbillon. Tu sais, il y a des phases dans la vie où tu maîtrises plus, tout tourne. Tout tourne dans ta tête, des idées, des émotions, des ressentis, aller chercher du rationnel. Et ce que j'ai... Il est où le rationnel, là, à ce moment-là? Il n'y en a pas, honnêtement. Parce que même les statistiques, s'il y en a, te permettent pas non plus de te soulager complètement. Non, alors les statistiques sont relativement formelles. On sait que c'est des choses qui arrivent. Maintenant, je le sais. Je le savais pas spécialement à l'époque, mais on sait. Oui, t'as l'impression d'être seul et pure injustice. Exactement, purement. Mais pourquoi ça nous arrive à nous? On était comblés de bonheur. On était partis sur notre projet de famille, d'avancer. Il y a des choses assez anecdotiques, mais qui m'ont traversé l'esprit. C'est qu'on venait d'acheter des tasses et des t-shirts pour mes parents, pour les parents de ma femme, pour mon frère, bientôt oncle, bientôt papy, bientôt mamie. Et là, tout de suite, j'ai ce truc-là en me disant, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces t-shirts? Et je me suis dit, mais on avait tout acheté, on devait rentrer pour Noël et leur annoncer ça. Et oui, parce que c'est pas le t-shirt en tant que tel, c'est pas avoir dépensé 20 € par t-shirt qui est le sujet, c'est tout ce que ça veut dire aussi. Ça, c'est fini, quoi. Enfin, sur le coup, ça matérialise le fait qu'en fait, non. Dans ces réflexions, t'abordes les proches. Est-ce qu'il y a... Enfin, c'est quoi la réflexion que t'as par rapport à la famille? C'est comment ils vont réagir? C'est des doutes sur... Enfin, je sais pas. Ouais, est-ce qu'il faut leur dire? Aussi. Parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux à qui tu l'as déjà annoncé et il y a ceux à qui tu l'as pas annoncé. Donc là, la question, c'est ce qu'il faut leur dire. J'imagine que ceux à qui tu l'as annoncé, tu vas pas attendre 9 mois pour leur dire, en fait, non, c'était... on vous a pas dit. Non, mais bien sûr. Et c'est vrai que... Mais pour cette première grossesse, je l'avais très peu annoncé. Donc ça a été sur les prochaines c'était différent, mais sur celle-là on l'avait vraiment gardé, notre petit secret, notre petit cocon, et on l'avait peut-être je l'avais peut-être dit à un ou deux amis proches, mais pas la famille, mais pas encore. Je voulais justement avec l'annonce des t-shirts, exactement, je voulais vivre ça. Le Noël approchait, on se réunissait tous, donc c'est vrai que la question c'est, est-ce qu'il faut que je leur dise, est-ce que c'est grave, est-ce que Déjà, la première truc, c'est je veux aller voir ma femme pour savoir comment elle va, et la mettre en sécurité. Enfin, voilà, être là pour elle. Et tu cherches tes mots, les premiers mots que tu vas... Ouais. Comment tu te fais la scène à ce moment-là de... En fait, je me suis dit... tu vas la retrouver à son travail. Oui, tout à fait. Et on rentre ensemble à la maison. Donc, déjà, tu vois que je la serre dans mes bras. Je suis présent physiquement pour l'entourer, la réconforter. Et c'est ça qui est difficile, c'est de trouver les mots tout en étant soi-même aussi meurtri, ou en tout cas concerné. Parce que tu sens le besoin de la réconforter, mais toi aussi, t'as forcément ce besoin. Et ça a été le tout premier, finalement, la première immersion dans ce rôle de l'homme dans la fertilité, qui est spécial, auquel on n'est pas toujours préparé, auquel nos couples ne sont pas préparés non plus. Et c'est vrai que là, il faut avoir un dédoublement, à la fois être l'aidant, l'accompagnant, la personne présente, parce que bien entendu que la femme porte, en tout cas le rôle du conjoint, on va dire, mais globalement la femme porte énormément, même physiquement, voilà, bien sûr, et en même temps c'est aussi nos enfants, c'est aussi notre famille, c'est aussi nous, c'est nos projets, et ça nous touche énormément, et il faut accepter parfois de craquer, et donc avec elle, moi je sais que là, à ce moment-là, on a un peu craqué tous les deux.
de tristesse, de peine. Et en même temps, j'ai été présent pour lui dire des mots, et des mots qui étaient plutôt réconfortants, et des mots sur en disant, voilà, l'essentiel c'est qu'on soit deux, qu'on soit pas seul, qu'on se soutienne. C'est une épreuve, mais on doit être fort. Là, tu partages les premières heures où déjà on se regroupe, on fait front ensemble. C'est d'ailleurs pas toujours le cas. Des fois, il y a beaucoup de non-dits aussi. Est-ce que sur cette période-là, est-ce qu'il y a des choses que t'oses pas dire, pas poser, peut-être comme question aussi, de peur de la réponse? Oui, je pense que tu commences à... Les points, c'est j'avais pas trop envie de remuer le couteau dans la plaie, comme on dit, c'est-à-dire d'insister sur des éléments, voilà, de comment tu l'as vraiment ressenti, aller vraiment chercher. Je savais qu'à un moment, ça a été un traumatisme, et pour moi aussi, hein, d'ailleurs, mais voilà, j'ai hésité, j'étais dans la pudeur de trop insister. Au moment, parce que je n'avais pas les mots, j'avais peur en fait de lui faire encore plus de douleur. Et en même temps, les questions qui vont qui se posent ou qu'on n'ose pas poser, c'est est-ce que tu as senti quelque chose? Est-ce qu'il y avait des indicateurs, des signaux avant? Est-ce que tu sais que si c'est des choses qui arrivent, parce que donc limite tu tournes vers ta femme qui est censée savoir plus, alors que c'est pas toujours le cas, mais dans ces cas-là, tu te dis, est-ce que toi, tu es au courant peut-être c'est des choses qui peuvent arriver ou pas, et bon, elle te dit pas plus que toi, donc... Et à un moment, là, va falloir aller plus loin que prendre l'info, ouais. et comprendre. Et donc, c'est les premiers rendez-vous médicaux, et là encore, c'est un... Pour être tout à fait honnête, Thomas, c'est ma première vraie confrontation au monde de la médicale de manière aussi poussée, donc tu te retrouves dans un parcours médical où tu enchaînes les rendez-vous, où déjà, il faut que tu choisisses qui je vais voir. Là, maintenant, ce qui est arrivé, c'est arrivé, je vais voir qui. Donc, tu vas voir le gynécologue, bien sûr, j'allais dire généraliste, qui accompagne ta femme d'habitude, mais lui-même n'est pas spécialement spécialiste de ces situations. Donc, il va plutôt te donner un discours, ça va aller, ça peut arriver. Vous inquiétez pas. Continuez de vivre normalement. Et c'est vrai que, bon, à recevoir, parfois, ça peut être perturbant, parce que c'est pas la normalité. En tout cas, on l'a pas vécu comme ça. Mais si, alors là, je prends un peu de large, parce que tu as creusé le sujet, mais des fausses couches, ça arrive. Tout à fait. Ça veut pas forcément dire qu'il y a un sujet d'infertilité. Donc, tu peux entendre qu'on te dit ça va aller, retenter, ça marchera la prochaine fois. À quel moment va arriver ce sujet de en fait non, peut-être ça va être plus compliqué que ça? Relativement vite. On commence, donc on voit un premier médecin qui nous dit continuez d'essayer. Et c'est vrai, il a raison, hein, en l'occurrence, les arrêts de grossesse, on parle maintenant d'arrêts de grossesse, sont quelque chose qui est assez courant et qui peuvent arriver. Donc finalement, on commence à faire à peine un petit examen, je crois, mais assez faible, assez limité. 2 mois plus tard, on retombe enceinte. Et 1 mois et demi après, 2 mois, là, on avait eu un première échographie positive. Donc ça a pris. Ça a pris. Première échographie positive. Maintenant, on s'y attendait un peu plus. Deuxième échographie. L'échographiste nous dit, il tourne l'écran, je me rappelle encore, il tourne l'écran. Il était vers nous, il le tourne vers lui. Il nous dit, je vois la poche, mais il n'y a pas de fœtus. Juste pour comprendre, encore une fois après coup, je suis un peu bouleversé, excuse-moi. Ouais, qu'est-ce qui fait que ça disparaît? Ça n'a pas grandi, ça. T'en sais rien en fait. Sur le coup, je me dis, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, c'est ce qui s'appelle un œuf clair. C'est-à-dire que il y avait bien sûr un embryon, mais il ne s'est pas développé du tout. Il est resté au stade très embryonnaire. Et donc, mais votre grossesse se développe. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle avait tous les marqueurs de grossesse, qu'elle était enceinte
techniquement. Oui, donc sur les prises de sang, tu as les Exactement. marqueurs. Et puis, dans l'utérus, concrètement, il y avait une poche, il y avait une nidation, il y avait tout ça, mais il n'y a pas eu de... Il y avait plus de... Il n'y a plus de bébé. de bébé. Bon, la nouvelle claque. C'est quoi la suite là à ce moment-là pour vous? Là, c'est peut-être d'aller plus loin pour comprendre. C'est peut-être à nouveau de refaire le deuil. Et est-ce que c'est le même deuil? Tu vois que la première fois. Ouais. La première fois, il y a l'effet de surprise et de choc. La deuxième, c'est un peu plus du désespoir, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une lourdeur qui s'abat en disant... c'est la fatalité, quoi. Waouh, là, 2 fois d'affilée, dans ces conditions, il y a vraiment quelque chose qui a l'air de pas aller, quoi. Et donc, on se dit, wow, en effet, là, ça a été la vraie annonce de, OK, on a un sujet. On a un problème. On a un problème. Et je sais pas comment on va s'en sortir, quoi. Se pose à ce moment-là une question, j'imagine, c'est est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est le hasard? Très vite, c'est vrai que on va commencer à faire des examens pour la femme, pour l'homme, commencer à investiguer et tout le monde se pose la question de est-ce que ça vient de moi? C'est humain. C'est humain. Est-ce que ça vient de moi? Et tout le monde s'est posé un jour la question. Même moi adolescent, je me souviens. Et si j'étais stérile? C'est-à-dire stérilité étant l'impossibilité vraiment de faire des enfants. De faire des enfants. Donc, tout le monde s'est posé cette question. Et là, y a un coup aussi de stress et de questionnement qui vient. Et tu te dis, bon, en revanche, on n'a jamais, avec Nora, on a été... moi, en tout cas, j'étais très attentif à ne pas partir dans une chasse à la responsabilité, quelle qu'elle soit. Voilà. Oui, parce que ça peut arriver dans des couples. Et ça peut tout détruire. En fait, ce qui est très dur dans la fertilité, c'est que l'idée de base, c'est de fonder une famille, même si on peut être une famille en couple en soi, hein, mais voilà, faire des enfants ensemble parce qu'on s'aime, parce qu'on a envie de construire et parce que c'est joyeux. Et en fait, on se retrouve à faire ressortir parfois, quand ça ne marche pas comme on pensait, un peu les travers du couple. Et les travers du couple qui peuvent être de dire oui, mais c'est tout, c'est peut-être pas à cause de toi, parce que t'as vu la dernière fois, tu as mal mangé, t'as mangé un fast-food. Et puis toi tu fumes, et puis machin. Et c'est très dur. Moi, je le vois parfois dans mon entourage ou autre, et puis même nous avec Nora. C'est vrai qu'il faut être... C'est long. Nous, ça a duré 5 ans, donc... 5 ans, c'est une tranche de vie et on n'est pas toujours parfait et on fait ce qu'on peut. Donc, il faut être très attentif et le couple est quand même mis à l'épreuve. Donc, parfois, on cherche la responsabilité, le responsable. Parfois, on cherche juste à comprendre où est-ce que ça dysfonctionne et ça, c'est important. Ouais. Si on veut chercher une solution. Si je reste rapidement sur la projection du couple. Oui. Tu ne cherches pas la responsabilité. Au moment où tu as l'annonce, même si vous vous aimez, tu sais pas forcément elle ce qu'elle peut ressentir et comment elle peut projeter la suite. Est-ce que là tu commences à sans douter de ton couple, mais questionner quand même son avenir dans un projet qui potentiellement se fera peut-être sans enfant? Ça a été un moment extrêmement fort. Je pense que je l'ai vécu encore plus à la 4e ou 5e arrêt de grossesse, parce qu'on a continué, il y a eu d'autres éléments, et où à un moment on s'est dit, moi j'étais au bout du rouleau, après avoir vécu tous ces moments très difficiles, ces espoirs, toute cette solitude, et c'est vrai que j'ai dit en tout cas je me suis fait à l'idée de me dire, je serai peut-être jamais papa. Ça n'arrivera pas. J'aurais pas la famille que je voulais avoir. Et bien sûr qu'il y a des options, mais pour moi, dans ma tête, en tout cas, c'était des choses qui n'arriveraient pas. Et ça a été extrêmement perturbant parce que ça remet tout en question. Ça remet en question quelle est ma projection de vie, qu'est-ce que ça veut dire d'être en couple,
qu'est-ce qu'on construit ensemble? C'est quoi le format, la vie qu'on veut avoir si elle n'est pas nourrie par ce projet d'enfant? Et j'avais dit personnellement à Nora, si c'est la trajectoire que prend notre vie, je veux changer beaucoup de choses. Et j'aurai pas la même vie que celle que je pensais avoir avec toi. Et on aura une vie différente, mais très belle. C'est intime, mais si tu es capable de le partager, c'est quoi changer beaucoup de choses? Je pense qu'il faut accepter d'embrasser finalement ce que la vie nous propose et donc vivre. Je pensais à tout de suite déménager, partir, voyager, vivre une vie avec moins d'attaches. Voilà, vivre une vie avec une liberté de mouvement et plus éphémère. Voilà, c'était l'idée que j'en avais. Moins ancrée. Ouais, c'était ma perception et je voulais bien sûr pas projeter sur qui que ce soit. Et chaque histoire est différente, bien sûr. Mais c'était ma projection. On va voir, j'imagine, à travers tous les récits de la première saison. Cette réflexion, arrivée au moment où tu t'es dit, je serai peut-être jamais papa, et en fait, je le verbalise, c'est une chose, et ensuite je le partage. C'est encore une deuxième chose. Là, est-ce qu'à un moment, il y a quand même c'est deux phases différentes que je veux bien que tu partages dans le processus. Qu'est-ce qui est compliqué à accepter? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dis, bon, écoute, c'est comme ça. Et ensuite, comment tu vas préparer cette discussion avec ta compagne? En effet, c'est deux phases différentes. La première, la verbalisation avec moi-même. D'abord, mon cerveau a mis beaucoup d'opposition à le faire. C'est-à-dire a mis beaucoup de force pour ne pas accepter de le verbaliser. C'était trop dur. Et c'était dur à la fois de lâcher prise sur cette projection de vie qui démarre de l'enfance-adolescence. Ouais. Voilà, on voit nos parents et je pense que c'est humain, quoi. De dire un jour, bien sûr, et de se dire, moi, j'aurais pas la vie que j'aurais projetée de mes parents indirectement. Donc ça a été, le verbaliser, mon cerveau a été assez... m'a joué un peu des tours et a essayé de me dire non, c'est pas possible. Et le deuxième facteur qui a limité, c'est que je voulais pas abandonner. Voilà, c'est que je ne voulais pas... je résistais à fait de dire, attends, ça veut dire que quoi? La fatalité a gagné. J'avais un peu un côté comme ça. Et moi, tu sais, je suis entrepreneur, j'aime bien me battre aussi contre des fatalités. Et donc, en fait, je disais, mais on va pas lâcher. Oui, il y a toujours une solution. On va pas lâcher, il y a une solution, on va trouver, on va aller plus loin. Et jusqu'au point où, en fait, vu que j'en trouvais pas, et qu'on était tellement dans la douleur, tellement dans l'accumulation de ces hauts et bas qu'on rencontre dans ces parcours, il y a un moment où mon cerveau a dit il faut maintenant stop et envisage autre chose et envisage-le, et ça m'a fait du bien, ça m'a fait un bien fou. Ensuite se pose donc la question de cette discussion à évidemment avoir à deux, parce que tu peux avoir des trajectoires là forcément qui peuvent à un moment se séparer parce que le projet n'est pas le même. Tout à fait. À ce moment-là, vous avez compris, pour tu vois situer, vous aviez compris qu'est-ce qui bloquait? Alors ce qui est particulier, c'est que nous, on a compris très tardivement ce qui bloquait. Et on pourra y revenir. Mais... On va parler ensuite du parcours médical, mais juste pour comprendre, au moment de cette discussion, tu sais pas si c'est un sujet avec ton sperme. On avait éliminé des hypothèses, bien sûr. Hein. On avait éliminé un certain nombre d'hypothèses, mais on n'avait pas trouvé la cause. Ok, donc on en parle après. Cette discussion, elle est venue à un moment où je sentais qu'on était tous les deux à fleur de peau. On venait encore d'avoir un échec. La situation en plus se complexifiait, c'est-à-dire qu'il y avait des conséquences, de notamment des arrêts de grossesse à répétition sur la santé de ma femme, et notamment le fait qu'il y ait des complications. Voilà, il y avait des complications qui s'accumulaient et qui rendaient encore moins
probable. Facile le quotidien, Facile et probable le projet. Le projet. Donc, je commençais à me dire, oula. Et donc, qui a augmenté la peine, augmenté la souffrance. Et moi, j'ai vu à un moment donné, ma projection, c'est j'ai vu moi, et ma femme surtout, et moi, et mon couple, et ce qui était le plus précieux pour moi aujourd'hui en tant qu'homme adulte, se disloquer, entre guillemets, ou partir complètement en live parce que on allait se perdre dans ce projet-là qui n'arrivait pas et je voulais pas la perdre. Je voulais pas perdre ma femme, je voulais pas perdre ce qu'on avait créé. C'est ça qui m'a poussé, je pense, à avoir cette discussion et je lui ai verbalisé en disant voilà, quelle est notre limite ? Moi aujourd'hui, ma limite c'est toi. Ma limite c'est ce qu'on a créé ensemble, je veux pas qu'on se perde. L'image qui me vient, et je sais pas si t'as déjà fait ce rêve où tu cours dans le vide, tu sais, tes pieds touchent pas le sol, et t'as beau faire tout ce que tu peux, tu restes toujours au-dessus du sol, et en fait, t'arrives jamais à atterrir, ça en devient un cauchemar. Mais cette discussion-là va te permettre de poser les pieds. Ça veut dire que après cette discussion-là, tous les deux, vous arrivez à vous projeter sur on arrête ce projet et on se concentre sur nous. Ouais. Ok. Et on va reprendre après le fil de l'histoire. Si on revient sur le parcours médical, oui. Et les moments, je crois que tu as évoqué 5 arrêts de grossesse. Ouais. 5 arrêts de grossesse. Ça se passe comment parce que ça aussi, ça rajoute à la difficulté, à la lenteur, au doute, au questionnement. Exact, ouais, complètement. C'est vrai que le processus est lent pour plein de raisons, à la fois médicales et organisationnelles, logistiques. Donc on fait les 2 premières tentatives infructueuses. Suite à ça, batterie d'examens. Donc là, on est suivi à l'hôpital. Donc tu rentres dans le milieu hospitalier. Donc d'abord, on était suivi bien sûr par un médecin libéral qui nous oriente vers un autre médecin, qui nous oriente lui-même vers un autre médecin hospitalier plus spécialisé. Juste on te réoriente à chaque fois ou il y a des examens à chaque fois, il y a consultation, examen, relecture de qui êtes-vous, ok, votre dossier, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Donc recomposition de votre dossier et de votre situation. Donc en plus, à chaque fois, tu répètes et ça te remet dedans. Exactement. Tu répètes, les médecins font aussi ce qu'ils peuvent, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de patients à gérer et beaucoup de cas, donc c'est une complexité. Là, en parallèle, ils nous prescrivent. Chacun nous prescrit un peu ses examens, donc on commence à faire un certain nombre. Et là, on se rend compte que déjà, on commence à accumuler un dossier béton avec des dizaines et des dizaines d'analyses dans tous les sens. Donc, si je passe en revue, c'est des examens de sang, hormonal pour moi, bien sûr pour Nora, pour moi, des examens d'échographie, des hystéros, donc c'est-à-dire des examens d'imagerie autour de l'utérus, des hystérosalpingographies. Alors c'est du jargon, mais je sais le dire maintenant. Ça d'ailleurs, ça montre que tu t'y connais quand tu sais prononcer ce mot. Dis-le-moi. Hystérosalpingographie. Hystérosalpingographie. Voilà. Non, je te cache pas que je m'y connais pas plus, mais tu vas nous expliquer. Mais tu vois, tu te rends compte que je commence à parler comme des médecins. Et donc on enchaîne ces examens et on commence à avoir un dossier très fourni. On passe de centre en centre et les mois passent. On perd à ce moment-là près de 18 mois. Toujours sans réponse. C'est-à-dire que tous ces examens ne révèlent rien. Ne révèle rien de flagrant. Donc on passe en génétique, on travaille sur nos cariotypes, on explore, mais en gros ça se fait de manière incrémentale. C'est-à-dire que un rendez-vous médical, 2 mois, 3 mois plus tard, un examen et une suite comme ça, avec des anecdotes assez marrantes, parce que c'est vrai qu'après chacun des médecins, on en rigolait avec Nora, parce qu'il y avait certains, par exemple, il y a un qui nous a dit, bon, écoutez, moi là je suis en limite de mes capacités, je vais vous envoyer vers un médecin, alors il est très vieux, mais il est très fort. Et donc, allons-y pour le vieux fort. Bon, écoute, donc on en rigole et c'est vrai qu'on arrive et c'est vrai que c'était un des premiers médecins qui avait inventé ou pas inventé, mais disons expérimenté la fécondation in vitro en France, donc dans les années 80.
voilà, très fort en effet, mais un peu père Fouras quand même dans l'esprit. Et donc on constate que dans notre quotidien, c'est rythmé par ça. C'est ok, c'est quoi notre prochain rendez-vous, ainsi de suite. Et puis Tu me disais, on se met en mode automatique, quoi. en mode auto et on enchaîne. Ok, là c'est rendez-vous avec un tel. Toi tu vas faire une analyse au labo. Voilà ce qu'on peut faire. Et les mois passent et en fait tu te dis mais où est-ce qu'on en est quoi? C'est quoi la suite? C'est concrètement qu'est-ce qui va nous dire qu'on va y arriver? Donc ce qui fait qu'on va retenter à un moment donné une grossesse qui refonctionne encore, et en plus les médecins étaient un peu démunis. Ils ont souvent l'habitude d'avoir Soit ça marche pas, voilà. soit ça marche. Mais là ça marche mais pas. Mais pas jusqu'au bout. Et donc c'était ça où on a été un peu bloqué là-dedans dans ce flow. Et le moment qui a été un peu charnière, comme je te disais, c'est le moment où on a commencé à avoir des grossesses donc qui se développaient, à limite entendre le cœur qui battait une première fois au tout début et qui s'arrêtait. Ça c'était les dernières. Ouais, 1 an et demi, 2 ans après, je pense. C'est-à-dire que sur une écho, t'entends que ça bat, sur l'écho d'après, ça bat plus. Ouais. Et donc à chaque fois, le deuil, et puis surtout, on doit rentrer dans des... C'est là où tu dis, mais waouh, c'est sans fin, parce qu'en fait, on doit en plus faire une forme d'arrêt de grossesse. Il faut déclencher l'arrêt de grossesse. Ah oui. Donc tu déclenches une arrêt de grossesse alors que tu es déjà à 2 mois presque de grossesse, et quelques, hein, et donc avec des médicaments, ou bien passer à l'hôpital pour faire ce qu'on appelle un curetage. Bref, l'un comme l'autre. Donc avec anesthésie générale, ainsi de suite, alors que bon, bah, déjà t'es en deuil, et en plus t'as ça. Plus ils te disent, bah, on est désolé, mais on vient de constater que la cavité utérine était abîmée. Il y a des synéchies, donc c'est un terme aussi technique qui veut dire qu'il y a des adhérences, en fait finalement des adhérences de l'ancien fœtus ou de l'ancienne poche qui sont restées accrochées. Et que et que ça abîme ça abîme et ça pose de vrais sujets. On a appris dernièrement sur la 4 ou 5e, on apprend qu'une des trompes est bouchée. Sans fin. C'est à ce moment-là que vous vous dites là, Là, en fait, on doit penser à une alternative. Voilà. Et l'alternative, c'était de se dire, écoute, il y a un monde où on vit une vie pleine, épanouie, heureuse. À deux. Et ce sera déjà bien. Et on en fera le mieux possible. Exactement. Mais l'histoire s'arrête pas là. Non. L'histoire s'arrête pas là. Comment ça va? Écoute, il y a eu un petit fait du destin. C'est ma mère on était en famille, ainsi de suite, et qui avait travaillé auparavant. Elle travaillait dans la pharma, et elle avait travaillé pour notamment à un moment donné une division gynéco, et donc elle connaissait bien les gynécos à Aix-en-Provence. Et à ce moment-là, elle nous dit, tiens, il y avait un gynéco à l'époque qui était pas mal, et je crois qu'il est parti en Espagne. Et maintenant, il est en Espagne, et à ce qui paraît, c'est pas mal l'Espagne. Non, mais elle parle pas du pays en soi, elle parle pour ce sujet-là. Pour ce sujet, ouais. Elle dit, écoute, il est gynécologue, je crois qu'il faisait de la fertilité, je peux te retrouver son nom. Et c'est vrai que bon, pourquoi pas aller au moins le rencontrer, quoi. Vous aviez pas complètement abandonné l'idée? Bah, au fond de nous. Ça restait. Au fond de nous, ça restait. En tout cas, à ce moment-là, on se dit, bon, déjà la France, on avait beaucoup essayé, on avait besoin d'un changement, quoi. C'est sûr que il y avait besoin d'un changement, et... À ce moment-là, pardon, je reviens. Je suis désolé pour les allers-retours, mais vous avez tout essayé. Tu parles d'in vitro. Ça faisait partie des grossesses qui avaient été testées. On n'a pas détaillé si à chaque fois c'était fait de manière naturelle. Non, ça a été un mix. Ouais. Mais globalement, en France, c'est vrai que dans notre particularité, on n'a pas fait de fécondation in vitro. On n'a pas fait de FIV. Ouais. Donc, parce que notre problème n'était pas là. Notre problème n'était pas dans le fait qu'il y ait des embryons.
mais c'était plutôt dans la pérennité de ces embryons-là. Donc en France, personne nous avait recommandé de faire de FIV. On a fait des inséminations artificielles, donc c'est-à-dire un cycle qui est stimulé légèrement, mais surtout être sûr que finalement la rencontre entre l'ovocyte et le sperme se fasse au bon moment. Voilà, c'était plutôt des formules assez légères quand même quand on parle de PMA. Et donc quand on part en Espagne, là on se dit bon, pourquoi pas, on le rencontre un peu déluré, on rencontre en visio. Bon, je travaille dans une clinique espagnole, on n'y connaissait rien. Moi, je savais pas du tout qu'en Espagne, il y avait des cliniques et tout. Bon, lui, écoute, c'est vrai, je travaille dans une clinique espagnole, c'était en 2021. Et puis, si vous voulez, nous, on a des bons résultats. C'est vrai qu'ils nous partagent des résultats qui étaient assez bluffants. Pardon, parce que moi, je suis complètement extérieur. Qu'est-ce que tu peux partager comme résultat où tu dis « Ah oui, c'est bluffant ». Parce que tu as un sujet très spécifique, tu as dit que vous n'étiez pas concerné a priori par la fécondation in vitro. Vous aviez eu des PMA qui n'avaient pas abouti, du naturel qui n'avait pas abouti. Donc, ok, c'est quoi il te dit ? Nous, on a des PMA qui fonctionnent, C'est là où il touche du doigt quelque chose que j'avais pas du tout vu, c'est qu'en fait, il y a des écarts de législation. Et il y a, entre la France et l'Espagne, et la France est malheureusement presque 100% des pays européens et de beaucoup d'acteurs de pays occidentaux, il y a une très grosse différence autour du test sur des embryons. Ouais. C'est-à-dire que la France est l'un des seuls pays malheureusement qui n'autorise pas à tester les embryons avant de les réimplanter. On a peur de l'eugénisme en disant je veux un garçon ou je veux une fille, je veux des yeux bleus, je veux des yeux marrons. Malheureusement, c'est des faits politiques. Dans la toute dernière loi de bioéthique qui a été c'est sorti en 2023, cet élément a été retiré lors de la lecture ultérieure au Sénat. Et donc en fait, on est l'un des seuls pays d'Europe qui transfère des embryons dont on ne sait absolument pas s'ils sont valables et qu'ils vont se développer. Donc on crée des attentes, des fausses couches, des complications qui auraient largement des délais qui auraient largement pu être évités. Et donc, on nous dit en Espagne, mais nous, attention, on analyse génétiquement la viabilité de ces embryons pour être sûr que... Si on y va, on y va. Si on y va, ils sont viables. Après, il y a bien sûr d'autres sujets qu'on va aborder, mais déjà, on se dit, ah oui, ça, c'est en effet quelque chose qui a beaucoup de valeur, parce que si on pouvait éviter d'enchaîner les rounds de stress... plus les complications, plus... tout ce que tu évoquais. Et on se dit, bon, ça vaut le coup. Après, il y a tout le facteur, ce qui est intéressant aussi. C'est une clinique privée et c'est une industrie maintenant que je connais mieux, mais de la fertilité espagnole, qui est espagnole, Portugal, Belgique, République tchèque, Grèce. Enfin, il y a plein de pays qui se développent très, très fort là-dessus et qui est privée. Et donc, ils nous disent, bon, ben voilà, on pourrait faire ça. Et juste après, tu as rendez-vous pour le devis. On n'est pas habitué. Et c'est vrai que ça fait bizarre et en même temps, c'est leur façon de... Voilà, c'est une santé qui est privée. Donc voilà, tu reçois le devis et puis tu décides est-ce que je décide d'y aller ou pas. On peut partager un ordre d'idée de montant. Le premier devis était à 8005 hors traitement, hors aller-retour, hors tout. Hein. Donc 8005 de... De quoi ? De test. Non, donc c'est une fécondation in vitro, c'est-à-dire qu'il y a une ponction. Donc, on récolte de la femme les ovocytes, on les féconde, on les teste génétiquement et on en transfère un inclus dans le devis. Okay. On les congèle et on en transfère un inclus dans la prestation. Voilà ce qu'étaient les 8500 euros. Ça se négocie ? Apparemment. Tu sais, après voilà, quand tu viens mais aujourd'hui, t'as mis le haut là. Non, mais en Espagne. Moi, je l'ai pas mal. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas osé. Ouais. Alors que pourtant, je négocie, je suis dans les affaires. Et là, voilà. C'est pas le sujet. Mais là, j'ai pas pu. C'est un autre projet. Je dis oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, je l'envisage. Et j'ai regardé ma femme dans les yeux. J'ai dit, écoute, pas de regret, dernière chance. Et alors? Écoute, on est parti. On a tenté le coup. Je m'en souviens très bien.
J'étais en parallèle en train de vendre ma société. Ouais. Donc ça a été une période très particulière où d'un côté on était en Espagne en train de faire la stimulation, d'aller à la ponction ovarienne à Barcelone pour que ça pour récolter les embryons et avancer. C'est quoi dans de la ce processus. stimulation ? Stimulation, c'est un cycle de 14 à peu près une quatorzaine de jours. C'est finalement le cycle lutéal, c'est-à-dire c'est le démarrage du cycle féminin sur lequel on va la stimuler avec des hormones. Okay. Et donc, c'est un cycle de stimulation où on va... Donc, c'est elle qui suit ce traitement, cette stimulation. Okay. Là, les femmes sont très courageuses, honnêtement. Très courageuses parce que c'est... Pourquoi courageuses ? Parce qu'au-delà de l'intensité, de l'émotion qu'il peut y avoir, c'est un traitement qui est pas simple. Ouais, disons que c'est un traitement déjà qui se fait en voie sous-cutanée, c'est-à-dire on doit faire des piqûres tous les jours, plusieurs médicaments à heure fixe parfois pour déclencher notamment l'ovulation. Donc c'est assez rigoureux, précis, puis c'est de l'injection qu'on se fait soi-même ou qu'on fait faire par une infirmière, mais très vite après on se rend compte qu'on est autonome. Et puis émotionnellement, ou en tout cas hormonalement, c'est puissant. On met des doses qui sont relativement puissantes pour faire que d'habitude, le corps de la femme va permettre d'avoir un ovule par mois, mature. Et là, on va en générer peut-être une dizaine. Donc, on fait 10 mois, voire 1 an de maturation d'ovocytes en 14 jours. Donc, c'est quand même relativement intense. Et ça, physiquement ? Il y a quelques petits effets. Évidemment, mais j'imagine que tu lui as posé la question et que tu t'es beaucoup intéressé. Parce que c'est plutôt une question que j'aurais eu tendance à lui poser à elle. Mais du coup, physiquement, ça a été hard pour elle, quoi. Oui, disons que c'est des phases qui sont pas toujours évidentes. Alors, on parle pas non plus d'effets secondaires dramatiques, hein. Aujourd'hui, heureusement, dans la plupart des cas, ça se passe relativement bien, mais quand même, il y a quelques effets secondaires, notamment on a tendance un peu à le bas du ventre qui gonfle, aussi des fluctuations d'humeur. Bon, c'est 14 jours où on est sous traitement intensif et notre corps, on lui demande beaucoup. Et donc voilà, Nora a été très courageuse et on a pu faire cette ponction-là et tester. Mais c'est vrai que c'était pour nous un peu la dernière chance. On a travaillé beaucoup aussi. On a fait vraiment des efforts sur la nutrition. Nora a fait beaucoup de yoga, de la fertilité. Donc après, il y a on se rend compte aussi qu'on cherche des moyens d'aller mieux. Voilà. Et donc, on va faire du yoga de la fertilité, on va faire de la nutrition, on va elle écoutait beaucoup de mantras, essayer de se détendre. Donc, finalement, on remarque aussi que ça nous a changé. Tu mêles de la science, de l'ésotérisme, tu prends tout ce que tu peux prendre. Ouais. Je crois même qu'on allait voir des voyantes et voilà. Parce que tu cherches aussi des réponses ailleurs. Même s'il faut rester, Nora est ingénieure, on est resté quand même assez proche de la science, par rapport à peut-être d'autres, mais tout ça pour dire que on récolte quelques embryons, je crois qu'on en récolte une dizaine, mais tous sont pas suffisamment matures, donc on va dire 7. Donc il y en a qui sont écartés, il en reste 7. Il en reste 7. T'en as un compris dans le devis. Ouais, de transfert. Après, il faut payer en plus. Oui. Et donc, j'en ai 7. Ensuite, donc ça, c'est des ovocytes. Ensuite, on les féconde. Il y en a 5 qui prennent. Il y en a finalement 3 ou 4 qui deviennent ce qu'on appelle des blastocytes, J5. C'est-à-dire des structures moléculaires initiales d'un embryon humain qui se développent en blastocytes de 5 jours. Donc, c'est un peu la base dans la FIV, en gros, c'est ce que tu vas essayer de transférer. Donc, ils ont 5 jours, ils se développent dans un laboratoire. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont récupérer une cellule un peu sur le côté, donc c'est-à-dire une cellule qui va devenir normalement le placenta, c'est-à-dire c'est pas une cellule du bébé, c'est une cellule de la poche placentaire, pour l'analyser génétiquement. Et là, ils ne peuvent le faire qu'avec les embryons de très bonne qualité, donc finalement, il y en a 2 qui restent et qui sont congelés au frigo. Et on attend les résultats de cette analyse. Et attends, il y en a 2 qui restent. C'est les résultats de l'analyse. À la fin, il y en a 2 qui sont... Et à la fin, l'analyse nous dit qu'en effet, ces 2 sont viables. Ok. Voilà. Donc on était super contents. Et en même temps, au fond de nous, on se disait oui, ok, mais est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Ouais. Oui, t'en sais rien.
Et c'est là où on a découvert aussi autre chose. En Espagne, ils ont une forme d'impératif de résultat. C'est-à-dire que, comme je te disais, les statistiques, c'est important. Alors, en France aussi, hein, attention. Hein. Mais je dis juste que là-bas, ils ont vraiment essayé de se dire, attendez, nous, on vous transfère rien tant qu'on n'arrive pas à avoir des pistes. On n'est pas sûr que c'est... Et ce qu'ils ont fait, qui était relativement audacieux, et c'est mon parcours, encore une fois, et je veux absolument pas faire de comparaison maladroite entre la France, l'Espagne, généralité, bien sûr. Et en France, on a d'excellents médecins et d'excellents services. Donc, mais ce que je veux juste dire, c'est que là-bas, en effet, ils ont été capables de dire, on va vous mettre sous traitement préventif multicause. Donc en fait, on a été mis sous traitement en prévention sans savoir. Ils ne savaient pas exactement quelles étaient notre pathologie, mais en prévention, ils avaient quelques indices, quelques pistes, et ils nous ont mis sur tous les traitements. Toi et elle. Ouais. Mais là, tu parles avant de donc, commencer ça a été surtout, ouais. Avant, mais après, notamment lors du transfert de l'embryon. Et là, c'est plutôt elle. Ouais. Et en effet, elle a été mise sous plusieurs traitements. Et en fait, tu sais pas exactement quoi. On t'explique quand même. Alors, on t'explique à peu près. On te dit à peu près. T'as pas tout. On me dit voilà, on va tester. Il y a des pistes. Ce qui vous est arrivé, c'est quand même pas normal. Il y a pas 10 000 non plus. Possibilités. Donc nous, on va vous mettre sous 2 à 3 traitements différents. Et puis on va faire des analyses ensuite en complément. Et donc finalement, ils nous ont mis sous plusieurs traitements, dont un traitement d'anticoagulant. Et c'est-à-dire, c'est des anticoagulants comme quand tu te casses une jambe ou autre. Et en fait, il s'avère que ce traitement a fait toute la différence. Ce traitement plus le fait que l'embryon de départ était testé et valide. Et donc là, on a été vu par une endocrinologue spécialiste de la fertilité, ce qu'on n'avait jamais fait. C'est-à-dire que même après, tu vois encore d'autres experts, ça s'arrête jamais. Voilà, en tout cas, cet endocrino nous a dit, tiens, moi je vous mets sous traitement. Et donc, finalement, Nora a continué ses piqûres d'anticoagulants tous les jours pendant toute la grossesse. Et le bébé s'est développé, le cœur a battu et a continué de battre. Pardon, là, t'as la première écho, t'en as pas que la deuxième, plus que la troisième. Je pense que là, t'as une batterie d'écho. Est-ce qu'à chaque fois, après tout ce que vous avez vécu, tu as un peu ce cœur qui... le tien, hein, je parle qu'en mode... Moi, je l'entendais... je pense qu'on l'entendait à l'échographie, mon cœur. Hein. Parce qu'il battait à une vitesse... Je te raconte pas, c'est vrai que parce qu'à chaque fois, t'es en apnée, quoi. Et je me souviens bien, pour cette grossesse qui allait au bout et qui a donné Hector, je me souviens bien de la première ou la deuxième, qui était la plus critique. C'était celle des 10 semaines. C'était celle qu'on passait d'habitude jamais. On était donc, entre-temps, on avait déménagé à Aix-en-Provence. Donc on était à Paris, on avait déménagé à Aix. Et là, on va voir notre gynéco habituel. Et donc, il fait son échographie, ainsi de suite. Nous, on était en apnée. Apnée complète. Moi, j'étais en tachycardie complète. Et il fait son écho, il dit, ouais. Je fais, mais c'est-à-dire? C'est quoi, moi? C'est-à-dire, parce que moi, il me dit, non, mais tout va bien. De quoi c'est-à-dire? Mais tout va bien, oui. C'est bon, le fœtus c'est bien, tout va bien, il se développe bien. Ah oui, merci docteur. Commence par là. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'avait pas tout l'historique, ou en tout cas il n'avait pas compris que pour nous c'était un moment fort. Et finalement, on a eu l'annonce que ça se déroulait bien. On va parler du ending, de la suite. Quand on avait échangé, il y a 2 trucs moi qui me restent. Il y avait cette idée quand même que pendant toute une phase, t'es plus le conjoint de ta conjointe. Et ça, je sais pas si tu peux le partager, mais enfin dans ces aventures de couple, il y a aussi ces... Tout à fait. Tu découvres qu'en fait, tu changes un peu de posture et t'es plus vraiment le même qu'avant. T'es plus juste le conjoint naturel, normal, qui fait des blagues, qui vit sa vie tout simplement de trentenaire habituel. Non, t'as une forme de chape de responsabilité avant l'heure. T'es limite un peu parent avant l'heure avec ces parcours-là, d'un certain côté. Donc en fait, tu deviens
tu deviens l'aidant. Moi, je suis devenu pas mal le scientifique qui a essaye de comprendre un peu mieux, les médecins qui s'adressent aux médecins, qui essayent de prendre le relais aussi pour poser les bonnes questions et voir qu'on ait des réponses, si possible, qui nous aident. Je suis devenu aussi l'infirmier qui fait toutes les préparations, notamment pour les stimulations, qui manipule, qui prépare pour que ça se passe du mieux possible. Je suis devenu... Là-dessus, t'es accompagné par les infirmiers, les médecins, ou t'apprends en fait beaucoup par toi-même? Par moi-même. Par moi-même. Les médecins, ils t'aident un petit peu, mais la consultation, elle dure 10 minutes, un quart d'heure. Ils n'ont pas le temps. Ça file, et la salle d'attente, elle est pleine à craquer. Ils t'ont déjà pris avec 3 quarts d'heure de retard, tu vois le truc. Donc, c'est dur. En fait, la pratique de la médecine aujourd'hui est quand même un challenge, parce que y en a de moins en moins de médecins qualifiés, et il y a besoin aussi d'avoir des repères. Et donc, non, je me suis senti très seul, et avec Nora aussi. On s'est beaucoup aidé sur des forums, mais alors le forum classique, il te met une boule au ventre parce que t'as des histoires qui sont très dures et des gens qui se livrent sur des trucs. Tu dis waouh. Bon, nous, ça te fait relativiser que bon, dans ton malheur, il y a des choses qui vont bien quand même, mais c'est vrai que voilà, le forum peut être très anxiogène. Et puis t'apprends sur Google, tu te débrouilles et puis tu te bats quoi. Sur la notion d'anxiogène, je reste là-dessus. Et je sais pas à quel point on découvrira toutes les histoires possibles dans ce format. Mais c'est quoi? C'est scientifiquement, pathologiquement, où tu dis, ah ouais, ça peut être ça aussi, ou c'est dans des histoires même de couple, où là, t'es là, ouais, C'est un peu les deux. Mais déjà, sur tous ces forums un peu experts, si un jour t'y vas, juste pour voir, mais en gros, tout le monde parle avec des acronymes médicaux. Donc déjà, il faut avoir l'onglet à côté pour... Tu comprends rien, c'est du BJ5, donc Blasto-J5, avec un, tu vois, transfert, tel truc, T1, T2, T3, donc c'est les 3 transferts d'affilée, enfin, que des acronymes. Et en gros, oui, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont eu des parcours très durs, et notamment, je pense à quoi? Je pense à des sujets de deuil périnatal. C'est extrêmement difficile, donc c'est-à-dire la perte d'un enfant à la naissance, voilà, ou quasi, ou des enfants qui naissent, qui sont déjà partis, donc des phases extrêmement dures, ou bien des histoires bien sûr personnelles de couple qui explosent en vol, hein, clairement, qui explosent en vol, et avec beaucoup de, ouais, ça fait beaucoup de dégâts. Tu parles du deuil périnatal, c'est comme... Ouais. C'est passer un stade de grossesse ou même organiser un enterrement, je crois. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est extrêmement dur. T'as parlé d'Hector. Il me semble, et j'espère pas tout dévoiler, mais que là, vous attendez votre deuxième enfant. Oui. Ouais. C'est imminent. Ouais, exactement. Là, Nora est au dernier stade, oui. Sur cette deuxième grossesse, ça a été le même principe de fécondation in vitro avec l'autre embryon qui restait, où il a fallu refaire encore un parcours. Alors ça, je voulais d'abord revenir sur, parce que c'est important pour moi aussi, pour les couples qui nous écoutent et toutes les personnes, d'expliquer concrètement, nous, le dénouement médical. Donc on a détecté chez ma femme, Nora, une maladie auto-immune qui s'appelle le syndrome des antiphospholipides. C'est un syndrome qui vient générer finalement des anticorps contre le fœtus, ou en tout cas contre l'irrigation du fœtus. Donc voilà, comme s'il estimait que c'était un corps étranger. Donc c'est particulier. Et c'est ça qui faisait qu'en fait, finalement, le fœtus n'était plus irrigué parce que ça crée des caillots au niveau du cordon. Et le fœtus n'était plus irrigué, donc ne se développait pas. Donc ça, c'est juste pour tous ceux qui nous écoutent. Comprendre. Très spécifiquement. Voilà, c'est spécifique. Et ça existe. Mais ça arrive. Ça existe. Il y a plusieurs, les pourcentages. Donc il faut vraiment se renseigner aussi sur les risques de coagulation, notamment dans des sujets. C'est de la coagulation, donc ça part de là. C'est comment vous le découvrez? On le découvre parce que en Espagne, ils nous font faire une batterie. C'est même plus une batterie. Je crois que quand je suis arrivé, en tout cas, c'était ma femme notamment plus, mais le laboratoire d'analyse médicale n'avait jamais vu autant
Ils lui ont pris 30 flacons de sang, quoi. Donc, en effet, et pendant qu'elle était enceinte. Et c'est ça aussi qui était pas marquant, c'est que le SAPL, habituellement, se détecte... SAPL. Syndrome des antiphospholipides. Se détecte d'habitude, peut se détecter normalement hors grossesse, mais dans le cas de ma femme, il était obstétrical. Il ressortait pas. Uniquement quand elle était enceinte. Et donc, on l'avait jamais testé à ce moment-là. Ce qui fait qu'on a pensé, on avait éliminé cette hypothèse, mais en fait, non. Ouais. Mais en fait, c'était ça. Donc voilà, c'est juste pour bien clarifier pour tous ceux qui nous écoutent. Mais c'est intéressant parce que ça met des pistes aussi de recherche pour celles et ceux qui comprennent pas. Tout à fait. Et qui cherchent encore. Et c'est, pour moi, tu l'as dit, c'est aussi ma mission aujourd'hui, quoi. C'est de pouvoir aider le maximum par des témoignages et pour apporter aussi un peu plus de connaissances aux personnes qui traversent ça. Et donc, pour revenir sur la deuxième, écoute, la deuxième, on a été confronté au fait qu'on savait maintenant un peu plus. Donc on savait qu'il fallait des anticoagulants pour la grossesse, mais on avait à ce moment-là 38, 39 ans. Et donc là, on a été confronté à la deuxième difficulté, c'est qu'on ne tombait plus enceinte. Et donc on est reparti... Attends, pardon, vous ne tombiez plus enceinte... Naturellement. Ouais. Voilà. Okay. Et donc, en effet, on ne tombait plus enceinte naturellement. Donc là, on est Donc ça, c'est encore un nouveau batterie de test pour comprendre ça ou... Un peu. Et puis après, là, il faut y aller. Hein, donc, c'est-à-dire, on a vite compris qu'il fallait pas qu'on parte en PMA tout de suite. Et donc, on a fait 4 inséminations artificielles. Puis 2... Puis on est à ce moment-là, on dit, voilà, 4 inséminations en France. Ouais. Attends, pour comprendre, excuse-moi, je suis pas passé par là, mais 4 inséminations, c'est-à-dire qu'il y en a 3 qui ne fonctionnent pas? Non, il y en a 4. 4 fois où on a... En fait, mais insémination, attention, on n'est pas sûr que la fécondation se passe. Ouais, ok. Donc c'est plus, faire que le timing soit parfait. Après, ça prend pas. Donc c'est un peu plus ça. Mais on a fait 4 en France. Là-dessus, excuse-moi, versus la première expérience que vous avez où il y avait eu des tests sur les embryons pour savoir si c'était déjà viable. Ouais, là, il y en a avant là, donc tu ne sais pas. Non. Tu ne sais pas, mais on s'est dit, bon... Nous, on avait eu quand même 100% de nos embryons qui étaient viables. Donc, en fait, je pense que ça venait pas de ça. Ça venait vraiment de l'après. Ça venait vraiment de l'après. Et donc, on se dit... Et alors, pourquoi tu as su pourquoi ça ne prenait pas ces PMA? Ça, tu sais jamais. En fait, c'est ça qui est... La médecine a beaucoup avancé, mais sur des sujets de fertilité, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi un embryon est viable, enfin, exactement se développe ou pas, ou il y a beaucoup de sujets autour de l'ovocyte. L'ovocyte féminin, il faut savoir que c'est la plus grosse cellule qui s'appelle grasse, la cellule grasse du corps humain. C'est la plus grosse. Les hommes n'en produisent pas, mais donc entre l'homme et la femme développe cette cellule-là, elle est unique, elle est extrêmement sensible. Elle a une durée de vie de quelques heures, 12 à 24 heures grand maximum. Donc tout ça est très magique. Je trouve aussi, il y a aussi cette magie de la vie. Et la médecine court après, mais n'explique pas tout, et tant mieux, un peu, quand même, sur certains aspects, parce qu'il faut... Des fois, t'aimerais quand même. Tu vois, et notamment, moi, j'ai vu une vidéo magnifique où il montre que le moment où le spermatozoïde rentre dans l'ovule, il y a une forme de génération de matière, d'énergie. Alors, voilà, c'est bon, tout ça pour dire, on va pas partir dans l'ésotérisme, mais il y a quelque chose là-dessus. Qu'on n'explique pas en tout cas. Exactement. Toujours. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, nous, on va quand même essayer parce que c'est moins lourd qu'une PMA classique. On en a fait 4 d'affilée. On a mis déjà près d'1 an. Et là, je redis à Nora, écoute, la première fois, on va pas repartir dans un cycle, quoi. Moi, je suis contre le fait de repartir dans une machine à laver comme on a vécu de X années, et ainsi de suite. Donc je lui dis, écoute, la première fois, ça a marché. Viens, on reteste l'Espagne, en fait. Et il reste cet embryon qui avait été congelé. Oui, tout à fait. Alors, il te le garde ad vitam aeternam? Oui, bien sûr. Il faut repayer un petit peu. C'est un abonnement, quoi. C'est un abonnement, ouais. Tout à fait. C'est du stockage. et donc, cet embryon... Alors, non, tu as raison d'en parler. Cet embryon, ça a été tout premier qu'on a transféré. Donc, c'est-à-dire que même avant les IAC... IAC. Les inséminations artificielles, on était reparti en Espagne et on s'était dit, allez, ce serait magnifique que ça fonctionne parce que voilà, nos 2 enfants seraient en plus auraient été entre guillemets conçus en même temps. Je trouve qu'il y avait un beau côté. Et là, première fois, malheureusement, ça n'a pas tenu. Okay. Voilà, donc le deuxième n'a pas tenu, n'a pas eu de nidation. Voilà. Ouais. Et donc, on part 4 inséminations. Et là, je commence à dire, non, mais moi, je veux pas repartir là-dedans.
déjà, on a la chance magnifique et la gratitude d'en avoir un premier. Je repars pas dans X années. Et elle non plus. Enfin, elle me dit un peu pareil. Et donc, on repart en Espagne. Et là, on part sur une double FIV. C'est-à-dire, donc assez costaud. C'est-à-dire 1 mois, une ponction, 1 mois, une ponction. On enchaîne 2 ponctions d'affilée. Parce que la réserve ovarienne, donc c'est-à-dire la réserve présumée, était quand même moyenne. À cause de l'âge? À cause de l'âge. Ok. Faut savoir que la femme naît avec 100% de ses ovocytes, entre guillemets, à la naissance. Et ensuite, ça s'en va au fur et à mesure. Au fur et à mesure. À Ok. partir de la puberté. Donc, il y a Oui. une forme de réservoir, course contre de la... compteur. Ouais. Et bon, pour certaines femmes, il peut en plus, disons, la Perdre en réserve, qualité. oui, et la réserve peut baisser plus vite que pour d'autres. Donc, Ok. il y a des syndromes, notamment, très difficiles, parce qu'il y a certaines femmes qui disent, attendez, Je moi, comprends pas. Ouais. j'ai à 30, 31, 33, 34 ans, 35 ans, une réserve qui est très faible. Donc, voilà. Il y a Donc plein de la choses. Double ponction, et là, on n'en a qu'un. Sur les 2 ponctions complètes, ainsi de suite, on a un ovocyte. Qu'on fait tester, quand même, pour être sûr. Ouais. Là, c'est pareil. Là, c'est en Espagne. Ouais. Qu'on fait tester, et je me dis, bon, alors, double FIV et tout, Nora fatigué quand même. C'est dur. Ouais, parce qu'il y a encore, là, t'as les traitements sous-cutanés, oui, tout ce que ouais, tu expliquais tout à l'heure. Ouais. Ouais, tu repars sur le truc. Voilà, Nora fatiguée, machin et tout. Et puis même émotionnellement, tout ça, on s'est dit. Et donc, on se dit, allez, on transfère. Et on le tente. Et c'était en février dernier, tout début février. Et avec la gratitude que j'ai infinie, mais ça a fonctionné. Pour le deuxième. Tu le vis comme un miracle? Ouais. Oui, je le vis comme en tout cas une forme de bénédiction sans partir dans le religieux. Oui, non, c'était voilà, pas mais je le vis comme une chance de vie, quoi. Si ça n'avait pas pris, vous aviez pris des décisions de recontinuer quand même, ou à un moment à nouveau d'arrêter? On fait jamais le match après coup. Ouais, on fait jamais le match. Moi, dans ma tête, je voulais avancer dans ma vie, quoi. Tu vois, et avancer et pas repartir dans un cycle infernal. J'étais plutôt dans cette optique-là. Et Nora, il faudrait lui poser la question. Je suspecte que le fait d'avoir eu Hector en premier, d'avoir cette envie aussi de lui donner un petit frère ou une petite sœur, il y avait quelque chose qui se jouait là. Ouais, peut-être que cet échange sera l'occasion d'avoir cette discussion après coup. En tout cas, c'est pour très bientôt. Merci beaucoup, Hugo. Peut-être on peut conclure, si ça te va, avec ce que toute cette expérience t'a appris de toi, t'a appris de votre couple, t'as appris aussi de ce monde médical et de la fertilité. J'allais dire tu as 3 heures, mais en fait non. Alors d'abord, ça m'a appris qu'on maîtrise pas tout. Et que dans un monde où on essaye de contrôler beaucoup de choses, de nous, de nos vies, de la façon dont les choses doivent se passer, où on entend qu'elles se passent, eh bien, la vie réserve toujours des surprises auxquelles il faut se préparer, auxquelles qu'il faut accueillir. Parce que chaque épreuve, chaque surprise est une façon pour nous d'apprendre, de se transformer, de vivre différemment. Et ça m'a aussi appris que sur le moment, c'est difficile, l'épreuve est dure, mais qu'après, on en retire tellement aussi de fruits pour grandir, pour mûrir. Moi, je pense que je suis devenu plus sage dans côté sagesse, hein. Mais plus C'est-à-dire sage. que tu as accepté ta vulnérabilité. Exactement. Alors que j'étais un peu, rien ne peut m'atteindre, on y va, on fonce. Et là, j'ai accepté que non, c'est pas vrai. Je contrôle pas tout. Je contrôle pas tout. Et oui, il y a des choses qui m'atteignent. Oui, il y a des choses sur lesquelles je maîtrise pas et je suis vulnérable. Et en même temps, ce que ça m'a appris aussi, c'est de faire face. J'ai pas dit, on fait comme on peut, hein, attention, mais faire face. Voilà, faire face pour sa famille, pour sa femme, faire face pour sa vie, faire face aussi à prendre le pouvoir sur ce qui peut l'être, notamment la compréhension de certaines choses. C'est-à-dire, la médecine fait de son mieux, mais c'est votre vie.
c'est votre santé, c'est votre corps. Et donc, il faut aussi le maîtriser, le comprendre pour pouvoir avancer et prendre les bonnes décisions. Et c'est aussi ce pouvoir-là que je veux redonner aux patients aujourd'hui. Je l'ai dit, c'est une mission aujourd'hui de vie que tu as avec Noah. Un immense merci à toi Hugo. J'invite évidemment celles et ceux qui nous découvriraient là pour la première fois et qui auraient envie de partager leur histoire, leur vécu de cette aventure de projet de vie avec des fins qui sont pas toujours les mêmes, des parcours qui sont aussi souvent très différents, mais c'est d'abord en parlant qu'on permet aux autres, je pense, de comprendre, de relativiser, et 3, de se préparer. Ouais, tout à fait. Merci en tout cas, Thomas. Merci à toi, Hugo. Et le micro, la prochaine fois, est à toi. Ce siège également. Passage de témoin. N'hésitez pas à partager à celles et ceux que ça pourrait évidemment aider. Très bonne journée ou soirée, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez ou vous nous regardez. À tous et à toutes.